Bon, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Franck Albert. Je suis président du Collège national des cardiologues hospitaliers. Je suis cardiologue à Chartres et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver donc sur notre webinaire bimensuel maintenant sur une thématique qui est très en vogue depuis l'épidémie, notamment du Covid. La télésurveillance de nos patients à insuffisance cardiaque chronique est un vrai problème et on va aujourd'hui avoir un retour d'expérience avec un cardiologue hospitalier, un cardiologue libéral et aussi une infirmière hospitalière, éducatrice de santé et aussi un retour de nos patients. Comme vous le savez, donc, le collège développe depuis 2 mois des webinaires pour aider tous nos collègues cardiologues à la formation, découvrir les innovations technologiques dans notre spécialité qui est si variée pour échanger et communiquer entre nous. L'objectif est d'avoir des messages pratiques, des take-home messages et optimiser grâce à des retours d'expérience positives la prise en charge de nos patients. Et donc, ce thème, comment vivre mieux avec un patient insuffisance cardiaque qui se sent plus rassuré avec une solution aujourd'hui présentée donc, comme celle d'Air Liquide qui allie à la fois le digital et l'humain. Alors, comme vous le savez, le Covid a aussi boosté la télésurveillance, le confinement, et on espère effectivement que le programme étape qu'on connaît maintenant depuis 2 ans va se simplifier au niveau national pour se pérenniser à l'avenir avec des règles d'inclusion qui se sont actuellement assouplies pendant cette crise sanitaire et qui pour l'instant va durer jusqu'au 10 juillet, qui est donc la période un peu de la crise sanitaire. Donc vous êtes plus de 550 participants à nous suivre, inscrits aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous voir donc sur Zoom en vous connectant. Vous pouvez nous suivre aussi sur la page Facebook du CNCH. Et pour tous ceux qui ont des difficultés à se connecter, vous pourrez voir la version replay enregistrée dès demain sur le site du CNCH, sur la chaîne YouTube du CNCH, sur Twitter, sur Cardio Online, donc qui est le site professionnel de la Société française de cardiologie, et sur Twitter aussi. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 orateurs. On a une parité un peu homme-femme, avec donc 2 femmes, une cardiologue libérale, donc qui est le docteur Vera Bonalova, une infirmière référente à l'hôpital à l'HEGP à Paris, pour parler un petit peu de le rôle de l'infirmière dans la prise en charge de ses patients, et un cardiologue hospitalier interventionnel donc, qui exerce au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Donc, j'ai la chance de modérer ce webinaire aujourd'hui avec le docteur Alain Diby, qui est cardiologue interventionnel à Paris à l'Institut Montsouris. Et puis, je terminerai quelques take-home messages sur ce point, sur la télésurveillance, à la fin de notre heure de webinaire. Donc, bonjour Alain, je vais te laisser introduire donc, le premier orateur. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis cardiologue interventionnel à l'Institut Mutualiste Montsouris. Nous avons déjà une expérimentation depuis 1 an, 2 ans de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque chronique et nous allons être très intéressés par une présentation faite par Hervé Poulikian et leur team qui ont débuté maintenant depuis plus d'1 an la télésurveillance au centre hospitalier de Vendée, à La Roche-sur-Yon, et qui ont une très grosse expérience. Et nous, on est très intéressés par le retour d'expérience et déjà le nombre très important de patients qu'ils ont inclus dans ce mode de surveillance de l'insuffisance cardiaque. Donc Hervé, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter notre expérience et qui effectivement a débuté il y a désormais 1 an et demi. Donc, comme vous le disiez, la télésurveillance, l'insuffisance cardiaque, c'est un retour d'expérience d'une équipe. On est vraiment 3 cardiologues impliqués dans ce programme au service de La Roche-sur-Yon avec Guillaume Turlotte et Fabien Miette, qui est notre assistant qui nous a rejoint en novembre. Et nous avons une infirmière dédiée, Nelly Roy. Nous verrons l'importance du rôle dans la pratique. Parce qu'effectivement, la problématique de l'insuffisance cardiaque est bien sûr la réhospitalisation. Un tiers des patients est réhospitalisé à 6 mois pour le même motif. On sait qu'il faut une prise en charge renforcée à domicile pour optimiser les choses. Et 3 piliers peuvent être pris en compte pour améliorer ce retour à domicile. Donc, l'aide à la mise en place du suivi médical par les professionnels de santé, l'accompagnement du patient par son cardiologue et son médecin traitant, et si nécessaire, l'initialisation d'une aide à la vie. On avait fait une étude à La Roche-sur-Yon en 2016 avec un de nos assistants, Patrice Pernollet. On avait fait donc une étude exhaustive sur une journée, prenant l'ensemble des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque sur les 3 sites du CHD de Vendée, parce qu'il y a effectivement le site de La Roche-sur-Yon, mais il y a effectivement le site de Luçon et de Montaigu.
où d'autres patients sont hospitalisés, non pas en cardiologie. Et on avait étudié donc leur état le jour J et puis leur devenir à un an. Donc, on avait inclus 50 patients qui étaient en insuffisance cardiaque ce jour-là. Il y avait 56% d'hommes. L'âge moyen était de 79 ans. La fraction d'éjection moyenne de cette population était de 48%. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la majorité des patients n'étaient pas hospitalisés en cardiologie et en service de médecine, que les patients les plus graves étaient en cardiologie avec des fractions d'éjection qui étaient légèrement plus altérées dans notre service. Et globalement, le traitement était optimisé dans l'ensemble des services. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans le graphique, c'est qu'à un an, il y a un tiers des patients qui étaient décédés, soit avec réhospitalisation, soit sans réhospitalisation. 42% avaient été réhospitalisés, mais étaient vivants, mais avaient eu une réhospitalisation. Et seulement 26% étaient à domicile, vivants, sans aucune réhospitalisation. Et notre problème, c'est qu'effectivement, dans cette population, seulement à la sortie, sur les 53 patients, 6 avaient eu une consultation de cardiologie, parce que notre problématique en Vendée, comme dans d'autres départements français, c'est la démographie médicale, avec une densité médicale qui est faible. On voit qu'effectivement, on fait partie vraiment de la problématique du vide qui se rencontre dans beaucoup de départements français, avec une densité médicale au niveau de la région Pays de la Loire qui est de 250. Au niveau de la nationale, on est à 270 médecins. Et en cardiologue, c'est encore plus dramatique, avec une densité nationale qui est de 10,7 pour 100 000 habitants. On tombe à 7,1 en Pays de la Loire pour 100 000 habitants et seulement à 4,6 pour 100 000 habitants en Vendée, avec d'autre part une majorité en plus des cardiologues exerçant en Vendée qui sont hospitaliers dans notre centre. Donc on est 13 cardiologues exerçant dans le centre de La Roche-sur-Yon. Il y a à peu près 7 cardiologues ou 8 cardiologues qui exercent dans le département autrement. En conséquence, il y a un délai qui est très élevé en Vendée pour les consultations. C'est à peu près 9 mois de moyenne. On a une fuite des patients pour les départements limitrophes où il y a un peu plus de cardiologues pour les consultations visuelles, hypertension artérielle ou dépistage cardiovasculaire. Ça, on y est habitué. Par contre, effectivement, la problématique de l'insuffisance cardiaque n'est pas du tout identique parce qu'on a une population plus âgée qui est souvent donc, a des problèmes de déplacement. Il faut organiser les choses. Des consultations qui doivent être plus fréquentes pour titrer et, si nécessaire, adapter les choses. Et on se retrouvait donc face à une équation quasi insoluble dans cette situation. On a commencé donc à réfléchir aux solutions disponibles. En 2016, donc, on avait réfléchi et intégré le programme Prado, mis en place par la CPAM, qui consistait donc à la visite d'un conseiller de la CPAM avant la sortie de l'hôpital. Donc, un carnet de suivi était remis au patient à la sortie, où il devait se peser régulièrement. Il avait également des informations par rapport à sa pathologie, avec ses traitements. Il y avait aussi une intégration des infirmières libérales dans ce suivi, avec normalement un suivi hebdomadaire par des infirmières formées. Et surtout, il fallait normalement, dans ce programme, avoir une consultation de suivi auprès d'un cardiologue avant la sortie et à un mois. Ça nous posait, il faut bien le comprendre, avec ce que je viens de dire précédemment, des problèmes. Il y avait le problème d'une part du suivi uniquement sur 6 mois dans Prado. Au bout de 6 mois, que les patients aillent bien ou pas bien, ils étaient exclus de ce programme et normalement, on ne pouvait pas continuer à les suivre. Il y avait la problématique, bien évidemment, du rendez-vous à un mois par un cardiologue qu'on arrivait peu ou pas à mettre en place. Malgré la formation des infirmières libérales, leur implication était plus ou moins importante, avec un certain nombre de cas d'hospitalisation de patients qui avaient eu des signes d'insuffisance cardiaque préalables, mais qui n'avaient pas été signalés par l'infirmière libérale. Et l'autosurveillance par les patients était plus ou moins respectée. Quand on voyait parfois des patients revenir dans le service pour insuffisance cardiaque, on se rendait compte que le carnet de suivi n'était pas rempli. Nous avons donc entendu parler en début 2018 de la télésurveillance, avec donc 2 des 3 piliers qui pouvaient être remplis à notre sens. L'aide à la mise en place du suivi médical, l'accompagnement du patient qui était donc favorisé auprès de son médecin traitant, et puis surtout auprès de son cardiologue, les informations remontaient plus vite. Donc, on a commencé à avoir ce projet en 2018. À l'époque, il y avait 2 solutions disponibles sur le marché. Boston Scientific ou la solution d'air liquide avec Chronic Care Connect. La solution Boston était une solution assez abrupte quand elle nous a été présentée avec des paramètres cliniques seuls, poids, fréquence cardiaque et surtout aucun tri des alarmes. Tout revenait en brut vers
la personne qui avait mis en place ce système, alors que dans Chronic Care Connect, effectivement, il y avait un questionnaire beaucoup plus intéressant et simple fourni avec donc une tablette où le patient devait répondre chaque jour à 5 questions simples, une balance connectée avec des pesées régulières du patient. Et surtout, ce qui nous a beaucoup intéressé, un véritable tri des alarmes. Tout ne remontait pas en direct. Il y avait par le prestataire un tri des alarmes qui permettait qu'on ne reçoive pas tout et n'importe quoi, et donc pas de surcharge de travail, qui est notre problème principal, donc c'est d'être complètement submergé. Alors, quand on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit qu'effectivement, il fallait dans notre centre avoir quand même une aide par une infirmière dédiée. Donc, on a calculé un petit peu combien nous coûterait une infirmière et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme revenu en face. Et donc, on a calculé les données du PMSI de l'année passée, notion de service pour insuffisance cardiaque. On ne voulait pas initialement prendre des patients venant des services hospitaliers autres parce qu'on n'était pas sûr d'avoir une bonne sélection, enfin celle qu'on désirait en tout cas. Et on a calculé aussi le nombre de patients qui étaient inclus dans Prado, donc on en avait 150. Donc on est parti donc sur une quantité de patients qui serait entre 120 et 150 patients dans le suivi, pour couvrir les frais d'une IDE à mi-temps qui est d'à peu près 20 000 € par an. Et ceci donc dans le but de ne pas se retrouver submergé. En effet, dans la télésurveillance, il y a 2 forfaits différents. Nous, on s'est basé sur le forfait accompagnement thérapeutique qui est de 110 € renouvelable par 6 mois. Et le forfait éducation thérapeutique qui est de 60 € par 6 mois, on a choisi de ne pas le prendre au début pour ne pas avoir de surcharge. En effet, dans la solution de Chronic Care Connect, on a une possibilité que celle-ci soit réalisée par Air Liquide, et ce qu'on laisse encore faire à l'heure actuelle pour ne pas avoir trop de travail supplémentaire. Alors, la population qui a été inclue, globalement, donc, ça a été dans 70% des cas des patients hospitalisés dans notre service pour insuffisance cardiaque. On a eu également des patients suivis en consultation par des médecins du service dans 25% des cas. Et donc très peu, comme je vous l'ai dit, de patients d'autres services. On n'était pas demandeurs parce que la sélection n'était pas faite de manière identique. On a validé chaque dossier donc, par un des 3 référents médicaux, soit moi, soit Guillaume, soit Fabien. Quand un patient donc, qu'on considère qu'il peut rentrer dans le projet, les documents sont préparés par l'infirmière de télésurveillance. Donc, elle prépare l'ordonnance de sortie. Elle lui montre le matériel, car on a un matériel qui nous a été prêté par Chronic Care Connect pour montrer au patient comment celui-ci est utilisable et puis qu'est-ce qu'il doit répondre. Et c'est elle qui lui fait signer le consentement. Le patient sort à domicile. Les documents sont envoyés à Chronic Care Connect qui va directement livrer le patient de ce matériel à son domicile dans les 5 jours au décours. Ce qui fait qu'au total, donc, on a eu et on a à l'heure actuelle une file active de 120 patients à l'heure actuelle, avec une moyenne de 10 à 12 inclusions par mois de manière constante. On n'a pas eu de fléchissement, avec globalement 70% d'hommes inclus pour 30% de femmes. Des fractions d'éjection qui sont encore plus altérées que ce qu'on avait dans l'étude de 2016, on est à l'entour de 35%. Et globalement, on a 65% de patients qui ont une FEVG altérée et 35% de patients qui prennent une insuffisance cardiaque à FEVG préservée supérieure à 50%. Donc une population lourde tout de même. Qu'est-ce que ça a généré au total ? Sur notre centre, avec les 120 patients, dans l'année, on a eu à peu près 955 alertes générées. Bien sûr, on n'a pas eu toutes ces alertes à gérer, c'était ça tout l'intérêt. Il y a eu donc ce qu'on appelle les alertes bleues, donc 738, qui ont directement été gérées par Chronic Care Connect. Donc ça, on n'en a même pas entendu parler, ni notre IDE, ni nous. Il restait 217 alertes rouges transmises au service et à notre IDE, qui donc a pu, dans ce cadre-là, donc appeler les patients. Elle les a gérés seuls dans la moitié des cas. Si les patients n'avaient pas de pris de poids ou si les patients étaient asymptomatiques, elle considérait que c'était une alerte non justifiée. Et il reste seulement 100 alertes qui ont été gérées de manière conjointe entre l'IDE et un médecin,
Donc l'infirmière l'appelait le patient. Elle envoyait une ordonnance en pharmacie et puis une ordonnance pour une prise de sang. Elle nous en parlait et au décours, on programmait ou non une consultation. Ça représentait un volume de consultation à peu près de 70 consultations. Et au total, sur un an, on a généré 8 hospitalisations et globalement, on a eu 6 décès dans l'ensemble de nos patients suivis sur un an. Donc, ce qui est important aussi de noter, c'est que toutes les alertes sont consignées sur le logiciel patient. Un rapport est formulé sur la plateforme Chronic Care Connect qui est tout à fait lisible et qu'on aime bien, qu'on peut facilement voir. Ce qu'on a eu, effectivement, et ce qu'on a envoyé surtout, c'est que lorsqu'on a fait les renouvellements en fin d'année, notre infirmière leur a envoyé un questionnaire et leur a posé des questions à réponse fermée pour savoir quel était leur ressenti par rapport à ce matériel, s'il était passé de l'utilisation ou non. Est-ce que ça a modifié leur rapport à leur pathologie et quelle était leur qualité de vie? Donc, elle a eu 53 demandes de renouvellement et elle en a profité à ce moment-là pour l'envoyer. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, est-ce que leur matériel leur paraissait simple d'utilisation? La réponse a été oui dans plus de 98% des cas. Donc, c'est quand même très satisfaisant. Est-ce que les patients se sentaient plus à l'aise et rassurés par rapport à leur pathologie? Sachant donc qu'il y avait une partie de patients qui étaient rentrés dans l'insuffisance cardiaque et quand même une bonne partie aussi des patients qui étaient déjà d'insuffisance cardiaque chronique et suivis. Et dans 75% des cas, les patients se sentaient plus à l'aise. Est-ce que les patients se sentaient plus à l'aise face à la gestion de leur insuffisance cardiaque? La réponse a été oui dans 80% des cas également. Et est-ce qu'ils trouvaient que leur qualité de vie s'était améliorée depuis la mise en place de la télésurveillance? Et à nouveau, la réponse était oui dans 60% des cas. Ils n'avaient pas l'air de trouver les contraintes importantes au niveau de ce système. Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça vous a permis de mieux comprendre leur maladie cardiaque, donc avec les séances d'éducation effectuées par le prestataire et par rapport à les questions fréquentes qui étaient posées? Et bien à nouveau, la réponse était oui dans 80% des cas. Ce qu'il en ressort pour nous, c'est qu'effectivement, la télésurveillance est une solution complémentaire aux autres suivis, Prado en particulier, qu'on utilise encore un tout petit peu, mais pour des patients qui sont encore plus lourds, qui ne sont pas capables d'utiliser du matériel informatique encore plus âgé. Que la mise en place de la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque est envisageable dans un centre hospitalier, compris périphérique, qui permet finalement non pas d'alourdir la pratique, mais effectivement de permettre aux patients de ne pas venir en hospitalisation en passant par les urgences. On leur évite parfois un chemin de croix important. Qu'à notre sens, l'IDE dédiée est très importante car elle nous facilite largement la tâche pour inclure les patients et elle nous fait un tri des alarmes tout à fait intéressant. Que le matériel est simple d'utilisation de Chronic Care Connect, comme on a pu le voir dans les réponses des patients, et que globalement, les patients se disent beaucoup plus rassurés et plus autonomes vis-à-vis de leur maladie. Et à l'heure actuelle, les résultats, on trouve plutôt ceci encourageant, en tout cas dans notre expérience, et qu'on trouve que l'accompagnement thérapeutique apporté semble très satisfaisant. Il reste encore la question des évolutions futures. Quelle devra être la durée du suivi de télésurveillance? Doit-il être le même pour tous les patients? Je crois qu'effectivement, le programme étape est encore en cours et doit effectivement aller au bout et puis il faudra surtout que ça se continue. Et est-ce qu'il n'y a pas un profil de patient à cibler pour la télésurveillance? C'est très probable également. Voilà mon diaporama. Bon, très bien. Donc, est-ce que je peux te poser une question, puisque effectivement, tu nous as très bien résumé la position et l'intérêt de la télésurveillance maintenant sur des patients un peu âgés. Et finalement, quelle a été votre conduite? Parce qu'en fait, comme les patients étaient déjà isolés par leur maladie à la distance, quelle a été la conduite que vous avez dû adopter dans cette situation sévère de patients âgés qui pouvaient risquer d'avoir le Covid et quelle a été votre conduite à tenir? Nous, effectivement, on a trouvé ça tout à fait parfait à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas à les faire venir à l'hôpital. On a eu assez peu d'insuffisance cardiaque à ce moment-là. Peut-être qu'on a profité du beau temps qui nous a tous touchés pendant le confinement, mais ça a été une solution très, très bonne à ce moment-là pour ne pas faire venir les patients pour des consultations inutiles et optimiser parfois même les traitements à distance. Donc, on a tout à fait apprécié. On n'a pas eu de baisse d'inclusion non plus durant le Covid.
C'était un peu plus dur à réaliser parce qu'effectivement, on ne pouvait pas montrer le matériel aux patients, ils ne pouvaient pas le faire utiliser. Mais ça s'est très, très bien passé. Et on pense que c'est tout à fait bénéfique pour ce genre de situation. Et que ça doit se reproduire à l'avenir. Si ça devait se reproduire, bien sûr. Une petite question, Hervé. Merci pour ton topo et une réponse courte. Donc, j'ai bien compris que ça a été un outil important pour vous gérer, vous aider aussi à gérer la démographie médicale dans votre département. Pourtant, la Vendée, c'est une belle région. Il y a beaucoup de retraités, effectivement, et des personnes âgées aussi, et que ça permet effectivement d'aider à mieux suivre ces patients, alors que vos consultations, j'imagine, ont des délais de 3 à 4 mois, voire 6 mois peut-être, et que c'est difficile. Est-ce que vous avez pu créer des liens avec les cardiologues libéraux, parce qu'il y en a quand même aussi un petit peu à La Roche-sur-Yon? Est-ce qu'ils sont intéressés? Comment vous avez fait pour les intégrer dans le cadre d'un tandem entre l'hôpital et la cardiologie libérale? Alors, les cardiologues libéraux ont été intéressés. La gestion des alarmes, ils ne nous ont pas proposé d'utiliser, mais effectivement, que ce soit notre IDE toujours qui gère les alarmes. Ils gardent des créneaux d'urgence dédiés. Comme ça, si nécessaire, notre IDE peut leur prendre un rendez-vous rapidement à des patients, à eux, qui seraient en insuffisance cardiaque. Donc, il n'y a aucune concurrence entre l'hôpital et puis nos praticiens libéraux attachés ou associés. Donc, c'est plus une complémentarité. Donc, c'est une bonne transition puisque maintenant, on va avoir donc en deuxième orateur donc une cardiologue libérale, donc qui est le docteur Vera Bogdanova, qui est donc une ancienne interne des hôpitaux de Paris, qui est installée donc à la clinique du Louvre à Paris et qui va nous parler un petit peu de son expérience et de l'apport de cet outil dans son cabinet. Donc, Vera, je vais te laisser la parole pour partager ton écran. Oui, Franck, merci. C'est bon ou pas? Non, partage l'écran avec… Partager, oui, c'est bon. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon? Donc, Franck, merci beaucoup pour cette invitation et CNCH et au groupe de l'aide liquide, à Max Serenet qui m'a fait connaître ce programme. Et un remerciement spécial à l'équipe des infirmières qui m'ont aidé et qui m'aident au quotidien par rapport au suivi. Donc, moi, je voudrais partager mon expérience personnelle en télésurveillance en cardiologie de ville, ce qui est nouveauté, ce qui n'est pas très connu pour l'instant en dehors des hôpitaux. Je suis très heureuse de faire cette expérience. Donc, moi, j'exerce sur Paris un cabinet de consultation principalement en clinique de Louvre. Et je fais 2-3 sites supplémentaires où je fais d'exploration cardiovasculaire des patients que je suivis. Effectivement, j'ai commencé cette expérience par rapport au programme de Chronic Care Connect, il y a 6 mois exactement, pour réunir le humain. Vera, tu peux te mettre en plein écran, ça sera mieux, en bas, tu sais, en bas à droite. Voilà. Non, plein écran. Voilà. Le petit truc plein écran. Là où est ma flèche. Non, non, pas là. À droite. Ouais, là. Voilà, parfait. Pardon, pardon. Et donc, pardon. Et en fait, c'était un programme Chronic Care Connect qui a été proposé par le groupe Air Liquide, qui a le but de réunir l'être humain et les objets connectés dans le but d'effectuer une télésurveillance médicale en ayant des données cliniques aux patients avec la disposition des dispositifs médicaux connectés, en association et l'aide d'algorithmes prédictifs pour détecter et prévenir éventuellement une dégradation clinique des patients ayant une insuffisance cardiaque ou de suivre son état clinique dans le temps. Un centre de suivi avec une équipe des infirmières est créé qui filtre les alertes et qui n'adresse que les bons alertes très pertinent et très bien précis. Donc, vous voyez le schéma ou ça se cache par mon écran? Parfait. Parfait, merci. Donc, tout ce programme de Chronic Care Connect proposé par le groupe Air Liquide, c'est un but d'optimiser la prise en charge des patients qui ont été hospitalisés et qui ont eu une crise d'insuffisance cardiaque, en fait, dans le stade de post-hospitalisation, qui est le but des cardiologues en ville, forcément, qui met en disposition une tableau de bord qui est visible sur l'ordinateur
où on se connecte, on se registre, où on voit l'adhésion des patients, les critères d'inclusion, on les connaît, des compensations cardiaques récentes, biologiques et cliniques, ou les deux, et où on peut faire un échange des informations par rapport au suivi des équipes soignantes, c'est-à-dire les médecins et les infirmières qui traitent les appels et les alertes. Ce qui est bien qu'on a tout le temps une traçabilité de cette télésurveillance, et grâce aux infirmières, encore une fois, merci pour leur aide et pour leur soutien au quotidien. Cette surveillance est faisable parce que ce sont des appels qui sont bien priorisés, qui sont des bonnes alertes, parce que c'est très important de ne pas être submergé des informations tout le temps, en sachant qu'on reçoit tout le temps des SMS, des emails et des appels. Et donc, ça peut être un petit peu gênant, mais finalement, non. Tout ça, ça nous permet de renforcer l'accompagnement thérapeutique, d'assurer les patients, un suivi complémentaire en continu, en distance, et ce qui est bien important, qu'on peut les préparer pour les consultations qui viennent en futur. Donc, en sachant l'information avant la consultation physique de patient, c'est nous. Le programme mis en disposition chez le patient Chronic Care Connect, deux appareils, c'est une balance qui est électronique, qui assure le pèse quotidien du patient, associé avec une tablette électronique via Bluetooth. Donc, les deux appareils sont complètement autonomes et en fait, nous n'avons pas besoin, ni le patient, d'avoir Internet supplémentaire ou d'autres appareils smartphones supplémentaires, d'avoir une connexion qui peut être interrompue à un moment ou autre. Voilà. Et ce sont des deux appareils grâce auxquels on peut effectuer la télésurveillance des patients à insuffisance cardiaque, une pèse quotidienne et réponse aux 8 questions sur la tablette auxquelles on peut voir l'évolution ou la stabilité d'état clinique des patients en distance. Donc, c'est autonome. Là, c'est une tracée interface de médecin, ce que je vois au quotidien. À gauche, je vois la liste des patients. Et si j'ouvre un patient, je vois le dossier d'un patient, ce qui est le board, en fait, le site. Je peux voir l'évolutivité de poids dès son premier jour d'inclusion. Et en bas, c'est les 8 questions, son état clinique. Est-ce qu'il est soufflé? Est-ce qu'il a orthopnie? Est-ce qu'il a des édèmes, etc. Donc, ça me permet de voir une visibilité très facile et très rapide pour le suivi de clinique du patient. Analyse des données, mon expérience est différente parce que moi, j'ai commencé il y a que 6 mois, mais c'est une très belle expérience parce que c'est une nouveauté pour moi et ça me permet d'expérimenter cette belle expérience et de conseiller à mes collègues que peut-être qu'un jour, ça va être une partie, et ce qui est une partie déjà de mon activité quotidienne. Moi, j'ai eu que 25 alertes depuis 6 mois. J'ai eu, en analyse, j'ai eu 4,5 par mois et même pas une par semaine en calculant pour 13 patients inclus. Ce qui me permet d'analyser, en fait, c'était de bonnes alertes. Je n'ai pas eu beaucoup d'alertes, énormément d'alertes, et le traitement n'était pas tellement difficile au final parce que les filtres des alertes, c'est très bien fait, très précis de l'équipe des infirmières de l'air liquide, qui est très bien accompagné des conseils hygiéno-diététiques et adaptation de traitement par la suite par mois. Sachant que moi, à tout moment, je peux connecter les patients par téléphone ou les infirmières, que je n'ai pas fait beaucoup au final parce que l'association et le contact par le board et le programme, le site de Chronic Care Connect est très facile. Et moi, en recevant un email, je peux me connecter rapidement sur le board et je peux voir le message des infirmières et je peux savoir si je dois appeler tout de suite le patient ou fin de journée pour voir pourquoi il a la variation de poids ou s'il s'agit des erreurs hygiéniques, etc. Ou finalement, il faut avoir l'adaptation de traitement. Ce qui permet bien sûr d'avoir une décision et adaptation de traitement ponctuelle ou pour le futur proche. Ça permet un bon suivi dans le temps en continu et ce qui est une charge médicale et paramédicale qui stabilise le patient et ça nous donne en permanence l'information sur son état clinique. Et en retour, presque en conclusion, je peux vous dire qu'en fait, c'est un retour que positif pour moi parce que de côté médecin en ville,
nous sommes très chargés, mais notre type de charge, parce qu'on a beaucoup de choses à faire en plus, administratives, etc. Cette inclusion des patients est rapide, simple. Et ça peut être fait sur un site, parce que moi, je s'exerce sur plusieurs sites. Je peux le faire facilement sur mon ordinateur, sur le site de programme, sans avoir de difficultés. C'est un vrai gain dans la prise de charge de nos patients, une plateforme simple à utiliser. Du côté du patient, c'est une mise à disposition des objets connectés qui sont très faciles à utiliser. Finalement, il n'y a pas beaucoup de paramètres de surcharge à effectuer, le poids et les symptômes. Parfois, on peut mettre même des patients qui sont un petit peu embêtés, on peut soulager, ou ils sont plus autonomes que certains d'autres, on peut soulager de faire, pas quotidiennement le remplissage du questionnaire, mais finalement, c'est très rare. Les patients sont surtout très rassurés, les infirmières sont toujours à l'écoute des patients et ça nous permet une surveillance de symptômes dans continu dans le temps. Effectivement, c'est un service humain avec des outils connectés qui me permet d'avoir un très bon retour en temps réel. Et en fait, dans mon expérience de 6 mois, moi, je n'ai pas eu de réhospitalisation de décompensation cardiaque des patients que j'ai inclus. Une seule, mais c'était pour une autre raison cardiaque. Je n'ai pas eu plus des alertes par rapport au Covid et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, je peux conseiller à mes cardiologues d'avoir cette expérience, belle expérience, qui peut-être va devenir une partie de notre exercice en ville. Voilà. Et encore une fois, je voudrais remercier à votre invitation de partager cette expérience pour des patients ayant des insuffisances cardiaques et ce qui peuvent vivre mieux avec son insuffisance cardiaque grâce à ce programme de Chronic Care Connect et de l'équipe de l'air liquide. Merci à Max René et les équipes des infirmières. Merci. Merci Franck. Merci Vera, c'était très intéressant de voir que finalement c'est une expérience positive, y compris pour un cardiologue libéral. Finalement, tu as adopté un peu la même prise en charge que notre collègue de La Roche-sur-Yon, c'est-à-dire que tu gères effectivement le suivi des alertes avec l'aide de l'équipe, on va dire, des humaines de Chronic Care et tu as laissé donc la prise en charge de l'éducation thérapeutique par les infirmières d'Air Liquide. Alors, j'ai une petite question courte, réponse courte, que le temps avance. Est-ce que la télésurveillance prend du temps finalement pour un cardiologue libéral qui est souvent débordé et comment tu as vécu ça finalement? En fait, ce qui fait, parce qu'en parlant avec les autres, moi j'ai pris le risque de commencer, mais c'est un risque positif parce que c'est ça le progrès. En fait, finalement, ce qui fait peur en parlant avec mes collègues libéraux, mais en fait non, parce que juste il faut connaître le programme, il faut le débuter et après ça s'arrange et ça suit. Et finalement, on ne perd pas de temps, on gagne du temps dans le futur. D'accord. Et juste, Vera, une deuxième question très courte. Est-ce que tu as pu et su faire la gestion de la rémunération que tu touches par patient? Parce qu'en fait, à l'hôpital, c'est 110 € tous les semestres pour les médecins. Ben, c'est identique. C'est identique. C'est téléconsultation pour 6 mois. Le forfait, c'est 110 € pour 6 mois. Voilà. Exactement pareil. Parfait. Comme nous. Alors, on a une toute petite question. Est-ce que, et c'est vrai aussi pour Hervé, est-ce qu'on peut cumuler effectivement le programme Prado et le programme, et le programme télésurveillance dans Étape? Est-ce que tu veux répondre, Hervé? Oui, on peut le cumuler. L'un et l'autre peuvent être faits. Nous, au niveau local, on ne l'a pas fait à l'heure actuelle. Prado, on l'a utilisé vraiment pour les patients pas capables de gérer la tablette et trop vieux. Mais on n'a pas fait les deux, mais c'est tout à fait faisable. D'accord. Donc, moi, je peux conforter la réponse. Effectivement, on peut le faire. Nous, on l'a fait parce que la Caisse d'assurance maladie était venue nous voir parce qu'on n'incluait pas assez de patients dans Prado, parce que c'était le truc de la Caisse. Et donc, en fait, Prado, ça dure maximum 3 mois de mémoire. Et du coup, une infirmière vient à domicile 2 fois par semaine, mais c'est limité dans le temps. Donc, le temps de mettre en place la télésurveillance, Prado, finalement, on peut faire Prado et télésurveillance. Et c'est tout à fait complémentaire, donc c'est faisable. Donc, on va enchaîner avec la troisième oratrice. Donc, on a la chance d'avoir encore une femme. Donc, Mélissa Gourceau, qui est donc infirmière et éducatrice de santé, qui est responsable aussi de l'unité médicale de l'insuffisance cardiaque sévère et qui s'occupe donc, qui travaille à l'hôpital Georges Pompidou, donc qui est à Paris, qui est un hôpital qui fait beaucoup de transplantations cardiaques.
et qui va nous parler un petit peu du rôle de l'infirmière. Et c'est vrai que c'est un domaine important parce qu'en ce moment, avec le plan Ségur Santé, on veut valoriser, vous savez, les professionnels paramédicaux, notamment à l'hôpital, et peut-être qu'effectivement, il va y avoir des évolutions sur le métier de l'infirmière qui devient vraiment une aide collaboratrice aux médecins pour fermer des binômes qui seront positifs pour améliorer la prise en charge de nos patients. Donc, Mélissa, c'est à toi. Alors bonjour, je suis Mélissa Gourgeot, je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou. Super, tu peux te mettre en plein écran. Voilà, donc Super. du coup je travaille au sein de l'unité médico-chirurgicale d'insuffisance cardiaque sévère avec toute une équipe. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir discuter avec vous de mon retour d'expérience de la mise en place de la télésurveillance au sein du département de cardiologie. Donc, pour ce faire, je vous propose d'abord un collectif. Donc, déjà, pour la première dans le parcours de soins du patient. Attends, il faut que chacun coupe son micro pour pas qu'il y ait de bruit de fond ou de l'arsène. Tu n'as pas de portable à côté de toi, Mélissa, qui est branché, tu es sur silencieux. Je suis sur silencieux. Ok. Donc, je vais discuter un peu du protocole de coopération. Je vais parler un peu de comment on a mis en route notre projet de télésurveillance, de la télésurveillance dans notre quotidien d'infirmière à l'hôpital européen Georges Pompidou et un peu les perspectives à venir en conclusion. Donc, nous, à Pompidou, on a eu l'opportunité de partir pour un DU. Je suis partie pour un DU cette année. Et dans le cadre de ce DU, j'ai eu la chance de faire une enquête auprès des collègues infirmières et des patients intervenant au sein de notre programme d'éducation thérapeutique. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, on est une équipe pluridisciplinaire, que l'infirmière a sa place dans cette équipe pluridisciplinaire pour s'occuper des patients insuffisants cardiaques. Et elle a un rôle important et elle doit participer dans le cadre de ce rôle au niveau des réunions pluridisciplinaires des patients. De par sa proximité, elle voit le patient dans sa globalité. Elle peut aussi, en le connaissant bien, trouver les moyens pour le rassurer, l'accompagner, l'éduquer au mieux en fonction de ses besoins. Donc, le protocole de coopération, moi qui ai eu la chance de faire la formation du protocole en début d'année l'année dernière, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, d'étudier un peu le rôle de chacun des membres de l'équipe pluridisciplinaire. On a parlé des gériatres qui sont quand même un rôle important pour les patients chroniques qui sont souvent âgés. Le cardiologue dans toute sa splendeur avec les différents rôles qu'ils peuvent avoir. Et puis, l'équipe paramédicale, les kinés, les diététiciennes, psychologues, assistantes sociales, infirmières, mais aussi aides-soignants. Et puis, ça m'a permis aussi de réfléchir au travail d'équipe parce que c'est vrai que quand on prend soin des patients insuffisants cardiaques, c'est quand même très important de travailler ensemble et de faire en sorte que chacun puisse apporter quelque chose pour les patients puisque c'est eux qui sont au centre de toute notre prise en charge. Dans notre équipe, le fait que l'infirmière puisse comme ça aller un petit peu plus loin dans son rôle, ça a permis au cardiologue de notre équipe de pouvoir être un peu plus libre pour s'occuper des patients plus graves, étant donné que moi, en tant qu'infirmière de coordination, je m'occupe beaucoup des papiers et de la situation sociale des patients une fois qu'ils ont quitté l'hôpital. Je développe aussi beaucoup de liens avec le réseau de ville. J'essaie d'aider les infirmières libérales, entre autres, quand elles ont besoin d'aide et je suis en contact avec les médecins généralistes quand c'est nécessaire. C'est aussi une opportunité pour nous, les infirmières, de développer des nouvelles compétences et c'est de nouvelles perspectives aussi, puisque ça nous ouvre la porte à la titration du traitement d'insuffisance cardiaque et aussi, grâce à la télésurveillance et à la téléconsultation, à la surveillance des signes d'alerte dans le quotidien des patients, bien sûr, en lien avec un cardiologue délégant, nous, en tant qu'infirmières déléguées.
Donc, quelque chose qui est très important aussi pour moi, c'est que cette télésurveillance, cette titration, c'est avant tout un accompagnement pour les patients parce que c'est vrai, les patients, une fois qu'on leur a fait l'annonce, ils vivent avec quelque chose qui est difficile pour eux. C'est le témoignage des patients intervenants dans notre programme d'éducation thérapeutique. Cet accompagnement, pour eux, c'est un vrai plus car souvent, les patients ils ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils ont compris et puis ce qu'ils doivent faire par la suite dans leur quotidien. Donc, nous, quand on a décidé avec le professeur Agege de mettre cette télésurveillance dans le département de cardiologie, on a passé par différentes étapes. Une première étape qui a été d'analyser notre besoin, mais bien sûr le besoin de notre clientèle, patientèle, parce que si c'est pour les patients, autant savoir ce qu'ils ont besoin eux. Et puis, on a été voir au niveau de différentes équipes pour voir comment ils faisaient, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien de toujours réinventer l'eau chaude, puisque chez les voisins, souvent, ça fonctionne très bien, donc pourquoi pas s'inspirer. Suite à cette phase d'analyse, on a commencé à vouloir faire une phase de conception. Donc là, on s'est assis, équipe médicale et paramédicale, ensemble autour d'une table et on a réfléchi sur ce projet. On a dessiné quelques étapes et on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait et puis dans quelle direction on allait pour y aller ensemble. Donc, suite à cette phase de conception, on a été invité par Chronique Care pour aller visiter leurs locaux, ce qui nous a beaucoup aidé puisque quand on voit les patients, ça nous permet de leur expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, pour les équipes qui veulent utiliser une solution technique, je peux que vous conseiller de demander cette visite puisque les patients ils ont souvent des questions sur comment ça va se passer en vrai une fois que j'ai signé le fameux consentement pour cette prise en charge. Donc, une fois cette phase de conception, cette visite réalisée, on est rentré en phase de réalisation. Donc, on a monté notre projet, on a dessiné nos différents questionnaires, donc un questionnaire concernant le consentement de l'hôpital, des ordonnances, puisque c'est important dans le quotidien de l'infirmière d'avoir des ordonnances un peu toutes faites pour faciliter le travail du cardiologue qui va faire la prescription, parce que là, pour l'instant, on n'est pas dans le cadre du protocole de coopération, comme on n'a pas encore terminé toutes les études qu'il faut faire pour y arriver. Le recueil de données, un bilan éducatif partagé parce que c'est quelque chose, j'en parlerai un peu plus tard, qui est important pour nous. Un livret d'accompagnement qu'on a dessiné avec l'aide de M. Silvestri pour que les patients puissent avoir une bonne compréhension de ce que c'est la pathologie dans un langage simple. Et on a dessiné ce livret avec les patients intervenants puisque c'est tellement important que les outils soient faits en collaboration ensemble. On a créé aussi un fichier de suivi pour qu'on puisse savoir où on en est. Et on a bien sûr monté tout un système informatique pour pouvoir informatiser nos actions. Et puis aujourd'hui, depuis le mois de février, nous sommes en implantation. Donc, on s'est fixé des objectifs qu'on a voulu réalistes. Dans un premier temps, un petit objectif de 15 patients pour voir un petit peu où on s'en allait et puis comprendre un peu comment les outils fonctionnent. Et puis maintenant, on est dans une phase où est-ce qu'on apprend à bien lire les courbes, à un peu deviner où est-ce qu'on s'en va avec les patients et puis affiner notre jugement clinique parce qu'en fait, nous, en tant qu'infirmières, avec les cardiologues, on a besoin d'apprendre et puis prendre les patients en charge le mieux que possible. Donc, suite à cette phase et puis à la mise en route de ce projet de surveillance, on a beaucoup réfléchi à comment on voulait faire. Donc, nous, on a décidé que l'éducation thérapeutique du patient était indissociable de la télésurveillance et qu'on voulait avoir un axe vraiment important au niveau de l'accompagnement. Donc, je vais vous parler un petit peu de la manière dont on s'y prend, nous, dans notre centre. Donc, une première étape qui est plus en lien avec l'inclusion. Avant d'inclure les patients qu'on inclut en hospitalisation, en consultation, en hôpital de jour, au téléphone aussi pendant la phase du COVID. On fait déjà dans un premier temps un bilan éducatif qui nous permet déjà de savoir c'est quoi le projet du patient,
qu'est-ce qu'il a compris de sa pathologie, c'est quoi ses représentations, et puis surtout, ça c'est très important pour nous, c'est quoi ses forces, parce que c'est avec ses forces qu'on va réussir à les aider. Une fois qu'on a fait ce bilan, on sait un petit peu c'est quoi les objectifs qu'on va pouvoir faire avec le patient. On lui propose alors des séances éducatives qui peuvent concerner la pathologie, le traitement, le sel et les signes d'alerte. Et c'est dans cette dernière partie qu'on va discuter avec le patient de la balance connectée et qu'on va régler tout ce que moi j'appelle la paperasse. Donc, suite à cette inclusion, 3 mois plus tard, si le patient il va bien, on va le recontacter. Soit il va être venu en hospitalisation parce que l'évolution de sa pathologie ou la titration des médicaments va le ramener à être hospitalisé. Soit on va le voir par téléphone si tout va bien. Et puis, on va faire avec lui un point sur comment il apprécie cette télésurveillance, qu'est-ce que ça lui apporte. Et on va faire une séance éducative sur la vie quotidienne avec la maladie parce que souvent, on leur parle de la pathologie à l'hôpital, mais une fois à la maison, c'est autre chose. Donc, c'est le moment pour faire un petit point avec eux. Et puis, ponctuellement, il va y avoir, comme parlé par le précédent orateur, des alarmes rouges qui vont nous amener, nous, en tant qu'infirmières, à prendre contact avec le patient. Donc, on va faire une enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et puis voir c'est quoi les symptômes que le patient il pourrait nous transmettre pour qu'on comprenne un petit peu comment il se sent, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Suite à cet appel, comme on n'est pas dans le cadre du protocole de coopération, on appelle le médecin référent du patient et puis on voit avec lui qu'est-ce qu'on fait pour gérer l'alarme rouge et on voit avec lui, soit on va voir le patient en consultation, soit on va adapter le traitement à distance, soit on va l'hospitaliser. Et puis, on communique ensuite avec le patient la décision médicale et on fait un relais avec le réseau de ville. Donc, on prend contact avec la pharmacie, le laboratoire, le médecin traitant pour vraiment mettre en place les choses correctement. Et puis, si le patient reste à domicile, on va le rappeler quelques jours plus tard pour voir où il en est. Je trouve que c'est quand même très important de revenir sur cette histoire de télésurveillance en disant que cette télésurveillance, ce n'est pas qu'une infirmière ou un cardiologue, c'est une équipe vraiment très large avec beaucoup d'acteurs qui peuvent aider le patient. Donc, les perspectives à venir, il y a la pratique avancée, bien sûr. Tout le monde entend parler de cette pratique avancée, moi la première. Mais j'ai envie de dire pas que. En fait, de par mon DU, par mon mémoire que je viens de remettre, je me rends compte qu'en fait, les infirmières diplômées d'État, on a notre rôle à jouer, que ce soit les infirmières sur les plateaux techniques, en soins intensifs, en réanimation, en urgence, les infirmières de coordination, comme moi, on a aussi un rôle à jouer pour le patient. J'ai une pensée là pour mes collègues infirmières libérales qui sont quand même au premier plan, qui sont dans le quotidien, dans la chronicité avec le patient et puis qui ont vraiment quelque chose à apporter. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je pense d'ailleurs au Prado, mais aussi à toutes sortes d'autres choses qui existent en milieu libéral qui sont idéales pour les patients. Et il y a, bien sûr, ces nouvelles infirmières qui vont adhérer au protocole de coopération. J'aimerais finir cette présentation en vous disant que, personnellement, je trouve que pour prendre soin des patients insuffisants cardiaques, il faut qu'on soit une équipe soudée. Et puis, c'est en étant une équipe soudée autour du patient, mais surtout avec lui, qu'on va pouvoir faire la différence, y compris quand on fait l'annonce de la pathologie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Mélissa. C'est très intéressant, effectivement, avec ce futur métier de l'infirmière, entre celles qui ont fait le protocole de coopération de Créteil, là, avec l'ancien président du groupe d'assurance cardiaque de la Société française de cardiologie, Thibaut Damy, en fait, et qui permet effectivement. Et puis après, il y a celles qui ont un peu plus de temps, c'est de passer effectivement le master pour être IPA, mais c'est 2 ans quand même de travail, c'est assez lourd aussi. Et je pense qu'on peut trouver des liens entre vous deux. Donc, j'ai juste une petite question, parce que vous gérez quand même des patients aussi lourds à l'hôpital Georges Pompidou. Est-ce que la télésurveillance a un intérêt pour les patients graves qui sont actuellement en attente de greffe ou sous assistance monoventriculaire de longue durée, on va dire, comme les HortMed ou les anciens Jarvik, comme on avait? Est-ce que vous en avez mis en télésurveillance?
Alors pour l'instant, on est en phase de projet pour ça, mais bien sûr, ça a tout un impact. Ça nous aide, je crois, à centraliser l'évaluation des patients une fois par semaine, à recevoir sur une application toutes les informations nécessaires, que ce soit pour l'assistance ou pour l'INR, comment le patient il se sent. À terme, on en a discuté sur d'autres forums avec d'autres infirmières de coordination dans l'assistance. Ça peut carrément aider le patient à être moins en déplacement parce qu'il y a des patients qui viennent de zones rurales. Donc, de venir à l'hôpital tous les mois, ça devient un peu compliqué. Puis, en fin de compte, on leur met ces assistances de longue durée pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie. La vie, ce n'est pas l'hôpital, d'après moi, c'est d'être à la maison. Donc, la télésurveillance, ça peut nous aider, nous, en tant que soignants, à garder le contact, mais ça peut aussi être un moyen pour le patient de se sentir accompagné quand il est à la maison. Ok. Bon, c'est bien, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez trouvé, ou d'une façon générale, que l'électrocardiogramme, le fait que l'ECG ne soit pas inclus dans le mode de surveillance, ça a une raison d'être ou pas? Parce que, peut-être pas pour vous, mais globalement, ceux qui font de la télésurveillance, pour l'instant, la connexion ECG n'existe pas sur le modèle. Simplement, il y a juste la fréquence clinique du pouls qui est mesurée tous les jours. Donc, pour l'instant, il n'y a pas l'item ECG. Dans la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Oui, bien sûr. Mais c'est une question posée par des médecins qui voudraient savoir si ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des modèles, et ça existe, des systèmes de télésurveillance connectés par l'ECG, mais ce n'est pas inclus dans le modèle actuel de Chronic Care Connect. Après, je crois que ça pourrait être intéressant dans le cadre de la titration des médicaments, si c'est accompagné d'un brassard tensionnel. Mais moi, je suis très proactive pour que les patients ils soient le moins télémétrés quand ils sont à la maison possible, en fin de compte. Bien sûr aussi, mais c'est une question qui est posée de façon assez récurrente. Donc là, on est un petit peu en retard. Merci beaucoup, Mélissa. C'était très intéressant, le point de vue de l'infirmière d'éducation thérapeutique. C'est magnifique. Et donc, Franck Albert va nous faire une présentation synthétique de leur expérience qui a été une des premières dans ce modèle, puisqu'ils se sont intéressés à ce projet il y a plus de 2 ans, enfin presque 2 ans, et ils ont été très rapides parce qu'ils ont inclus un nombre considérable de patients. Donc, on attend avec intérêt le retour d'expérience de ton équipe et de ton service, Franck. Bien, merci à tous. Et merci Mélissa, j'ai trouvé très bien votre topo et on a beaucoup de participants qui vous félicitent. C'était très clair. Donc effectivement, à Chartres, on a commencé assez tôt ce système puisque c'était dès février 2018. Et effectivement, la solution d'Air Liquide nous a rapidement séduit. Donc le premier patient qu'on avait inclus était en février 2018. Donc on est presque à plus de 2 ans. C'est un système actuellement qui prend en charge, si on considère au niveau national la solution Chronic Care Connect, plus de 3000 patients, avec un ratio de 36% dans les centres universitaires, 37% dans les centres hospitaliers du CNCH et 17% les libéraux. Donc Vera fait partie aussi des protagonistes et ça se développe de plus en plus aussi en cardiologie libérale. Donc il y a plus de 150 centres au niveau des partenaires. C'est vrai que c'est une expérience de proximité et de flexibilité avec une belle expérience de cœur de métier d'Air Liquide, e-health care, avec une vraie équipe de terrain, donc à la fois le digital et l'humain, puisqu'il y a plus de 22 personnes qui travaillent en fait avec chez Chronic Care Connect, et ce qui permet de faire gagner du temps aux médecins, notamment pour gérer les alertes et pas être envahi par des alertes quotidiennes, puisque plus de 75%, voire même 80% des alertes sont gérées en amont par la solution digitale de Chronic Care Connect. Donc, elle fournit une tablette et une balance connectée. C'est une tablette qui a une carte SIM. Donc, c'est vrai que dans nos campagnes un peu profondes, un peu isolées, comme en Beauce ou en Vendée, les gens, c'est les patients âgés, ils n'ont pas forcément de smartphone, ils ne sont pas toujours très connectés. Et une tablette avec une carte SIM, ça marche chez les patients âgés, c'est assez facile. Alors, on a essayé de regarder les publications et on a quand même quelques publications avec ce système sur l'intérêt de la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque, avec une publication qui avait été présentée par l'équipe du professeur Galinier donc à Tours, qui était aussi 4, et puis 2 autres publications avec des Allemands et l'étude TEAM aussi à Chef, qui a déjà donc été publiée. Donc, nous, à Chartres, on a regardé un petit peu le bilan de notre activité. On avait près de 257 patients donc inclus actuellement. On fait à peu près comme à La Roche-sur-Yon, 10 patients par mois. Et on a 90% de patients qui sont activés, donc plus de 228 patients. Et on avait analysé donc les 100 patients pour lesquels on avait un suivi de 1 an.
Et on sait que plus de 60% de ces patients n'ont pas été réhospitalisés. On a inclus des patients graves pour lesquels il y a des réhospitalisations et on montre effectivement qu'on a une diminution quand même des réhospitalisations. Et quand ils sont réhospitalisés, la DMS est beaucoup plus courte puisqu'elle est de 5 jours, alors que normalement, elle est plutôt d'une dizaine de jours. Donc, sur ces 300 patients de Chartres, si on considère sur la base du PMSI les patients qui ont été télésurveillés et ceux qui ne l'ont pas été, on retrouve des données à peu près semblables et on montre qu'effectivement, on a des réhospitalisations qui sont moins importantes, on a des DMS qui sont plus courtes, on a moins de passages aux urgences et on a une tendance aussi que les patients sont mieux suivis puisque la mortalité était moins élevée, était de 4% chez les patients qui étaient en télésurveillance versus 7% chez les autres, même si ce n'est pas vraiment randomisé. Donc, c'est aussi une étude qui est simplement observationnelle, on va dire. Et donc, globalement, la télésurveillance permet de prendre en charge de manière plus précoce les patients, de favoriser les retours à domicile plus rapidement, et éventuellement aussi avec Prado, les deux sont possibles, et elle favorise des réhospitalisations directement dans le service si c'est vraiment nécessaire, avec une baisse par les passages des urgences, par les urgences qui intéressent nos urgentistes qui sont déjà saturés, et ça favorise le recours effectivement aux consultations anticipées. C'est vrai qu'il faut développer des consultations dédiées par les infirmières avec des protocoles de coopération, voire des IPA qui pourront effectivement voir eux-mêmes les patients quand nous on est saturés et sera un impact favorable donc sur la réhospitalisation. Pendant le Covid, les patients ont été très rassurés, on a pu les suivre à distance, on a pu effectivement faire une surveillance médicale personnalisée, modifier même les ordonnances. Tout ça grâce à une activité de télétravail de nos infirmières de recherche et de télésurveillance en poursuivant les inclusions pendant l'hospitalisation. Donc, ça a été intéressant. Rappelez que pendant la période Covid, le ministère a allégé, on va dire, les critères. Il n'y avait plus forcément besoin d'avoir l'hospitalisation pour une poussée d'insuffisance cardiaque dans les 30 derniers jours ou dans les 12 derniers mois. Et on espère effectivement que ces critères vont se pérenniser après la crise sanitaire et qu'il faut effectivement développer après le Covid. Ça doit booster la télésurveillance pour nos patients et j'espère encourager les pouvoirs publics avec ce mode de travail, y compris en télétravail, et ce mode d'infirmière de coopération avec des protocoles à mettre en place, ce qui valorise nos infirmières et sera peut-être aussi, j'espère, ça valorisera aussi le salaire des paramédicaux. Vous savez que pendant ces crises sanitaires, on a beaucoup mis l'accent sur des infirmières en France qui sont plutôt moins bien payées qu'en Europe. On a évalué le travail à peu près comme La Roche-sur-Yon. Je vais aller assez vite parce que c'est pareil. 96% des patients sont satisfaits. Ils pensent qu'ils sont mieux gérés dans 94% des cas. Ils recommandent ce système dans 94% des cas. Et c'est un meilleur suivi pour eux. Ils sont rassurés et ils veulent même renouveler leur forfait au bout de 6 mois. Et tant qu'ils restent essoufflés et qu'ils sont encore un peu gênés, on essaie de renouveler effectivement leur forfait. Ceux qui ont abandonné, c'est qu'ils trouvaient que c'était surtout trop contraignant. Donc, on a une 15% à peu près de patients qui trouvent que c'est un peu contraignant d'être tous les jours se peser, etc. Donc, c'est vrai, c'est vraiment une solution pour nous qui a été très positive et ça va dans le sens effectivement des topos qu'on vous a présentés avec le topo d'Hervé Pouligan à La Roche-sur-Yon, le topo d'une cardiologue libérale et le retour positif effectivement d'une infirmière libérale. Comme quoi cette solution qui allie à la fois le digital avec des choses assez pratiques et simples sans avoir besoin forcément d'être très moderne et l'humain derrière qui gère nos alertes et qui peut faire l'éducation thérapeutique aussi à distance, c'est quelque chose qui est assez simple pour mettre en œuvre. Je voudrais juste, tu es d'accord, Franck, vous donner un dernier petit mot. C'est que c'est intéressant de voir toutes ces expérimentations, car c'est encore sous le mode de l'expérimentation. Et plus les cardiologues et les services de cardiologie vont adhérer à ça, plus on aura de chances d'avoir finalement un passage dans le droit commun, c'est-à-dire le remboursement de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque qui manifestement, même sur 2 ou 3 ans d'expérience, nous paraît vraiment intéressante et positive dans le monde actuel qui est quand même malheureusement très connecté et pour des gens âgés. Voilà. Alors, parfait. Il y a la question effectivement sur les objets connectés, c'est une solution qui effectivement où il y a une balance avec des questions et puis une tablette. Ce système va évoluer. C'est vrai que je pense que pour optimiser les consultations des infirmières de coopération, ça sera intéressant d'avoir la tension artérielle dans l'avenir. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a des outils avec des appareils d'automesure qui peuvent être ciblés au cas par cas ou pour dire pour ce patient qui est un peu limite, vous allez surveiller votre tension artérielle à la maison. Et peut-être demain, des outils pour l'électrocardiogramme
Est-ce que c'est nécessaire en permanence? Alors, il y a des sociétés qui travaillent là-dessus. Hein. Les montres type iPhone peuvent dépister, par exemple, la fibrillation atriale. Ça se développe. Il y a des vestes qui sont actuellement en cours d'essai, où Ali Damara travaille beaucoup dessus, la CardioSkin, qui pourra éventuellement être utilisée pour dépister des troubles du rythme. Et donc, beaucoup de choses comme ça, avec les haltères implantables aussi, qui pourraient être éventuellement implantés chez ces patients-là pour mieux les suivre. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des innovations. Donc là, il est la fin. Je vais faire le mot de conclusion en remerciant tous les orateurs, en remerciant aussi Alain. Merci à tous. Hein. Je trouve que les topos étaient très intéressants et que c'est un beau retour d'expérience. Ouais. On a été plus d'une centaine de participants en direct, plus des gens sur Facebook qui nous ont suivis. On avait 550 inscrits sur ce webinaire et donc on a bien compris l'intérêt de la télésurveillance pour nos patients à sciences cardiaques avec une solution qui allie à la fois le digital couplé à l'humain, qui assure aussi l'accompagnement thérapeutique pour un certain nombre d'entre nous qui n'ont pas le temps de le faire. Donc, vous avez été très nombreux à nous suivre et vous pourrez retrouver dès demain, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, la version enregistrée sur YouTube CNCH ou sur Cardio Online ou sur le site du CNCH ou sur Facebook. J'ai le plaisir de vous annoncer le prochain webinaire du collège qui sera sur la thématique de l'hypertension artérielle et un peu les actualités quoi de neuf en 2020 sur l'hypertension avec des invités de marque puisqu'on aura le professeur Atul Pathak qui est vice-président de la Société française d'hypertension et le docteur Romain Boulestro qui est membre de la filiale d'hypertension française au sein de la Société française de cardiologie qui exerce à Pau, avec des topos effectivement sur les nouvelles recommandations internationales de l'hypertension et sur IEC Zartan en Covid et sur la chronothérapie. Ça aura lieu le lundi 22 juin à 18 h, donc dans une dizaine de jours maintenant. Voilà, donc merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.